Ok, je pense que c'est lancé. Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire sur les perspectives de l'intelligence artificielle. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume Toublanc de chez Spooks et Michael Bolufert du studio Manette. On va parler principalement de l'intelligence artificielle pour les industries culturelles et créatives. Donc à la fois Guillaume et Michael vont nous partager leur utilisation, les perspectives, les attentes. On part sur deux présentations de 10-15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant que Guillaume et Michael vont parler. Et puis à la suite de ça, on aura une petite demi-heure d'échange interactive, questions-réponses. Donc voilà. Je laisse sans attendre la parole à Guillaume. Du coup, Guillaume, si tu veux Merci. partager ton écran et Ouais, démarrer. merci Philippe. Je partage mon écran tout de suite. Hop. Tac. Tout d'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Ouais, super, ok. Donc merci. Donc comme tu disais, je suis Guillaume Toublanc, je suis le cofondateur et CEO de la startup Spooks. J'ai mon associé CTO à l'origine de la techno qui est parmi nous aussi pour répondre à des questions éventuelles par la suite. Donc Spooks, on parle d'IA vidéo. C'est une solution qui vous permet de modifier, d'éditer vos vidéos en 30 secondes avec l'IA, comme vous le voyez, pour avoir plus d'impact dans vos communications visuelles. Avant de rentrer dans le sujet de Spooks, peut-être juste une petite remarque préliminaire sur l'IA dans le domaine de la vidéo. On parle beaucoup d'IA générative en ce moment, mais il y a aussi l'IA de vision. L'IA de vision, c'est ce que vous voyez à gauche. En fait, c'est ce qui remplace, enfin, c'est ce qui essaye de remplacer l'œil humain pour la détection, l'analyse d'images qu'on voit tous les jours, donc la détection d'objets, la reconnaissance, l'analyse de mouvements, etc., etc. Tout ce qu'on fait tous les jours sans s'en rendre compte que notre cerveau interprète, ben voilà, la vision, l'IA de vision permet de faire ça. L'IA générative, c'est ce que vous voyez à droite, c'est créer un contenu visuel avec un prompt, avec un texte. Donc là, vous voyez que l'IA générative est très, très flatteuse, parce que j'ai pas des bras aussi costauds et aussi tordus qu'elle le fait. Mais voilà, ça vous permet de bien savoir de quoi on parle ici. L'IA générative et l'IA de vision sont assez liées, puisque quand vous voulez modifier des choses dans des images, des vidéos, l'IA de vision va permettre de contrôler en fait l'IA générative pour assurer une consistance, la qualité de l'image, la pertinence du contenu produit. Dans le cas présent, on supprime la Tour Eiffel à Paris, et quand on supprime un objet, il faut remplacer, il faut mettre quelque chose à la place, et donc générer un bout de ciel, générer un bout de bâtiment, générer un petit bout de forêt aussi. Et tout ça, l'IA de vision aide l'IA générative à faire ça pour pas avoir un truc un peu étrange une fois que le résultat est obtenu. Spooks, vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. C'est, je pense, plus parlant que de vous l'expliquer de vive voix. Donc là, d'abord, c'est face blurring pour flouter un nombre de visages important dans les vidéos. Donc là, c'est le marathon du Mont Blanc. On va vouloir flouter toutes ces personnes. Donc vous téléchargez la vidéo dans notre logiciel. Vous voyez instantanément tous les visages sont détectés. On est en vitesse réelle sur un ordinateur standard. Vous exportez votre vidéo au format que vous souhaitez grâce au logiciel aussi en quelques secondes. Donc vous voyez le nombre de visages qui sont détectés et floutés à la volée. Et donc près de 4000 visages floutés instantanément avec une qualité visuelle plutôt sympa. Le deuxième cas d'usage, c'est la mise en avant d'un produit, en fait, dans une vidéo que vous avez déjà, par l'utilisation d'effets visuels. Donc là, il s'agit d'une vidéo de la marque Pitcher, les vêtements de ski, vous connaissez certainement. Donc on télécharge la vidéo dans le logiciel à nouveau. L'IA va vous aider à sélectionner en fait les objets qui sont présents. Donc là, on clique sur le skieur, il est automatiquement sélectionné et détouré. On applique un effet parmi les 100 qui sont disponibles. Donc là, le fond en noir et blanc pour bien faire ressortir le skieur. On fait le suivi automatique des mouvements déformables un peu compliqués qu'on aimerait savoir faire d'ailleurs par ailleurs dans la vraie vie. Et tout ça en vitesse réelle.
Et une fois que tout ça est fait, vous exportez, comme tout à l'heure, la vidéo dans le format qui vous convient. Et voilà, donc vous allez voir, vous exportez votre vidéo. Et voilà, vous avez votre vidéo telle quelle. Donc vous imaginez, vous êtes un chef de produit. Vous avez mis en avant votre nouvelle sortie de vêtements pour votre marque que vous pouvez pousser à votre communauté, vos clients ou en interne dans le développement de vos produits. Donc Spooks, on est une startup deep tech en IA vidéo grenobloise. Donc Pascal Bertolino, mon associé, est à l'origine de la technologie, 20 ans de R&D au sein du Gipsa Lab à l'université Grenoble-Alpes, accompagnement par MIAI puisqu'on a été identifié comme startup innovante de MIAI. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, on était à Tech and Fest, on était dans le top 5 des startups IA dans les Deep Tech Awards. Et puis on est dans les 100 startups pour investir de challenge. Vous voyez que je suis en bas à gauche. On a le plaisir d'être accompagné par Minalogic aussi pour cette formidable aventure et plein d'autres partenaires. Les trois produits qu'on commercialise aujourd'hui sont à la croisée entre le monde de la computer vision, de l'IA et du génie logiciel. Donc, le premier produit, c'est VFX Studio pour Visual Effects Studio. Donc là, il s'agit d'ajouter très facilement, très simplement, sans aucune compétence requise, des effets visuels pour différentes tâches. Donc, faire disparaître des objets, grossir des objets, changer la couleur pour les mettre en avant, enlever des arrière-plans, tout ça sur l'image et sur de la vidéo. Et puis sur la partie en bas à droite de Salomon, faire du rebanding de vidéo à partir d'une vidéo existante sur YouTube très facilement. Donc ça, c'est aujourd'hui disponible sous la forme d'un logiciel à télécharger. C'est utilisé dans 133 pays dans le monde. C'est un logiciel qui est disponible en 8 langues. Le deuxième et troisième produit, Face Blurring, donc vous l'avez vu dans la vidéo, donc disponible aujourd'hui sous la forme d'un logiciel à télécharger également sur notre site web et aussi disponible sous la forme d'une application sur le logiciel Canva. On était la première application de floutage vidéo à être disponible sur cette solution-là. Aujourd'hui, on va passer, aujourd'hui même, dans les heures qui viennent, on va passer le millionième visage flouté en moins de 2 mois. Donc, c'est une solution qui fonctionne très très bien. Celle de droite, c'est l'analyse en fait de flux de vidéo en live. Grâce à notre API. Donc là, c'est la protection de l'identité des données personnelles des personnes. Et puis, c'est l'analyse d'objets, détection sur la base de détection d'événements pour déclencher des actions, comptage de personnes, etc. Sur VFX Studio, comment on utilise l'intelligence artificielle dans cette solution-là? Donc, en 3 clics, en fait, on vous permet très facilement d'ajouter des effets, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Le premier clic, en fait, va vous sélectionner les objets. Donc, on a une centaine de types d'objets. Donc, ce sont des personnes, des plantes, des voitures, des animaux, des paysages, des ciels, des maisons, etc. Vous allez faire le suivi, donc image par image, de tous ces objets qui vont se déformer, et vous allez ajouter des effets visuels parmi une centaine d'effets qui sont disponibles. Vous pouvez tous les combiner si vous le souhaitez pour un meilleur impact et une vidéo plus originale. Sur la solution de face blurring, je ne reviens pas sur la fonctionnalité, vous l'avez comprise. On a une des meilleures solutions aujourd'hui en termes de détection et de floutage des personnes, à la fois sur la qualité de détection, mais sur l'esthétique aussi de détection. Souvent, c'est pas terrible ce qu'on voit. On voit des gros rectangles, quand c'est pas carrément des rectangles noirs qui sont posés un peu à la va-vite, à la main sur des vidéos. Vous voyez qu'en bas, on s'est comparé par rapport à 2 acteurs assez importants du domaine de l'édition vidéo. CapCut, qui est la solution de montage de TikTok. Eux, ils savent pas faire. Sur la vidéo qu'on a mis tout à l'heure, vous avez un premier visage, puis de temps en temps un autre, puis un autre, ça saute de façon complètement aléatoire. Et sur Runway, qui est un des acteurs phares de l'IA générative vidéo, qui produit tout un tas d'outils aussi d'édition vidéo, vous mettez la vidéo sur l'outil, au bout de 30 minutes, il est toujours en train de mouliner, il se passe rien. Je vous ai parlé de Canva, juste 2 mots sur Canva. Donc, vous allez dans l'App Store Canva, vous tapez Face Blurring et vous trouvez effectivement notre solution. Vous l'intégrez directement dans vos designs sur Canva. C'est intégré sur PC, sur Mac, sur tablette et sur smartphone. Et donc, ça fonctionne avec l'ergonomie très simple qu'on connaît chez Canva auprès de 185 millions d'utilisateurs dans le monde entier. La solution d'API,
qui vous permet donc de faire de l'analyse et de l'automatisation pardon, de floutage sur des flux vidéo en temps réel, permet aussi de le faire sur des batchs. Vous avez des centaines, des milliers de vidéos sur lesquelles vous voulez flouter vos visages à la volée sans forcément le faire vidéo par vidéo. Ben, notre API vous permet de faire ça. Vous avez le cas d'usage ici, vous mettez la vidéo à l'entrée, elle ressort directement floutée à la sortie. L'intérêt, c'est que vous protégez l'identité des personnes. Vous êtes surtout conforme avec le RGPD, qui est un gros sujet très très mal adressé dans le domaine de la vidéo aujourd'hui. Et les acteurs concernés par cette solution-là sont les gens du monde du média pour l'automatisation de choses qui sont faites à la main aujourd'hui. Dans les reportages, tous les floutages sont faits à la main. Et la vidéosurveillance qu'on voit fleurir partout et de plus en plus, puisqu'on est filmé en permanence. Quelques mots sur un peu plus de technique, en fait, sur comment on utilise les modèles d'IA et comment on adapte ça au contexte des clients. En fait, il y a 3 axes sur lesquels on travaille, qui sont la qualité qui est attendue par les clients. L'objectif, c'est effectivement qu'on détecte le plus de visages possible et que les visages, qu'on ne détecte pas d'autres objets. Le deuxième aspect, c'est les ressources disponibles, les ressources de calcul en fonction du contexte. Est-ce qu'on veut du temps réel? Est-ce qu'on n'en veut pas? Quelles sont les puissances de calcul disponibles pour faire tous les traitements qu'on évoquait tout à l'heure. Et le troisième axe, c'est la complexité de la scène, de la vidéo, de l'image analysée. Est-ce que la vidéo est de bonne qualité? Est-ce qu'on a des visages qui sont de près, de loin? Est-ce qu'on a des artefacts de compression qui sont apparus? Est-ce qu'il y a des visages qui sont occultés, etc., etc. Et donc, sur ces bases-là, nous, en fait, on sélectionne parmi différentes familles de modèles qui sont disponibles sur ces sujets-là et on mélange un peu toutes ces, je dirais, les meilleures solutions existantes pour, euh, pour être capable de répondre en fait aux attentes des clients. Et donc sur chacun des modèles, comme vous le savez certainement, il y a différentes tailles de modèles, avec des modèles qui sont très très gros mais très très gourmands et donc très performants mais très gourmands et donc pas adaptés à tous les usages. Et il y a des versions beaucoup plus légères. Donc tout ça évidemment nécessite une adaptation. Il y a tout un tas de paramétrages de ces modèles. Donc vous voyez sur le graphique de droite que sur une même famille de modèles, on peut gagner jusqu'à 2 fois et demi en temps de traitement quand on choisit d'un modèle à l'autre. Et donc, suivant les applications, on adapte ça. Donc là, on montre le temps de traitement par rapport à la seuil de confiance, donc la détection d'un visage avec 40%, 50%, 60% de confiance dans le fait de détecter un visage. Et donc, à partir de ça, on sait quel modèle utiliser pour avoir la meilleure détection. En plus de ça, nous, on rajoute des traitements qui nous sont propres sur les images et sur les vidéos pour améliorer encore plus le floutage, la détection pardon, des objets et des visages en particulier. On va adapter évidemment le ratio entre la performance de détection, la qualité de la détection et puis les ressources machines disponibles. On va évidemment faire des recommandations auprès de nos clients pour les architectures techniques nécessaires pour ce genre de choses. Et puis tout ça est testable très très facilement grâce à une API. Et je termine sur le slide suivant qui nous fait, on s'est benchmarké par rapport aux solutions qui existent. Donc, on est au-dessus de ce qui existe en termes de solutions techniques. Si vous prenez l'image, alors je ne sais pas si c'est le World Largest Selfie officiel, hein, le plus grand selfie du monde, mais enfin, on voit bien sur l'image qu'il y a quand même pas mal de monde et qu'il y a une vraie complexité sur cette image. On l'a fait passer, on a fait nous-mêmes les 2 simulations en prenant d'un côté les solutions standards qui sont utilisées par le marché. Vous voyez qu'on floute pas mal, on détecte pas mal les visages qui sont là sur l'avant, on les a mis en vert pour que ça soit bien visible. Mais dans le fond, on voit qu'il y a pas mal de loupés. Et quand on utilise notre solution, on est à 15% en plus de visages détectés. Et vous remarquerez aussi que la forme des pastilles sur les visages est beaucoup plus esthétique que ce qu'on peut voir. C'est déjà, elle est adaptée à l'inclinaison du visage. Elle suit bien les contours du visage. Donc, on a quelque chose qui est plus performant, plus esthétique que ce qu'on peut trouver chez les acteurs du marché standard existant aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez continuer cette discussion au-delà des questions que vous pourrez avoir tout à l'heure, vous avez nos coordonnées ici, nos réseaux sociaux. Si vous voulez nous suivre et échanger avec nous, on sera ravis de discuter avec vous. Je vous remercie et je passe la main à Michael pour la suite des présentations. Merci beaucoup, Guillaume. Très, très intéressant. Juste pour vérifier, apparemment, il y a peut-être des gens qui ne voient pas les slides. Je ne sais pas si vous êtes nombreux dans ce cas-là.
Juste pour vérifier, si vous ne voyez pas les slides, exprimez-vous, parce que c'est peut-être quand même un problème technique. Alors que Michael démarre. Et puis sinon, Michael, je te laisse parler. Allez, je lance mon petit partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, pour l'instant, non. On l'a vu passer, mais il a redisparu. Alors, attendez. Hop. Je vais faire ça comme ça, je vais faire ça bien, voilà. Voilà, là on voit. Ah, voilà. Merci. Est-ce que tout le monde voit? Ouais, c'est. Oui, très bien. Donc, écoutez, bonjour, moi je suis donc Mickaël Bolfer, je suis cofondateur de Studio Manette et à la fois aussi directeur créatif et de l'innovation au sein du studio. J'ajoute ici un petit peu de mes autres fonctions dans la vie. Parce que ça a forcément un impact sur ce que je vais vous raconter après. Je suis enseignant à l'école Émile Cole depuis une quinzaine d'années, où je suis des étudiants qui sont dans le cursus jeux vidéo. Et je suis aussi, à côté de ça, auteur et réalisateur. Voilà. Donc Studio Manette, c'est un studio qui a été fondé en 2020. On est situé à Lyon. Et l'idée, en fait, à l'origine du studio, c'était de se doter d'un outil de fabrication qui soit plus agile, plus sobre aussi, et surtout, en fait, qui base qui base l'entièreté de sa fabrication en grande partie sur l'utilisation des moteurs de jeux vidéo. Qui sommes-nous? Eh ben, a priori, on est une équipe qui vient, avec ce que je vous ai dit, principalement du jeu vidéo, mais aussi de l'animation. Pour employer des gros mots, on a des technical artistes qui viennent du jeu vidéo, des généralistes 3D, mais aussi des développeurs, évidemment. Et le savoir-faire et la philosophie, c'est faire converger les process du jeu vidéo et de l'animation et de proposer nos services, outils, méthodes, coups de main à des studios, des producteurs pour essayer de réaliser les projets les plus chouettes possibles. Notre but, c'est de rendre les productions plus sobres. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment à l'origine du studio, d'innover en permanence avec les outils. On a beaucoup travaillé, notamment sur les financements avec le CNC avec les aides AMT pour monter nos outils et en fait développer tout ce qu'on a fait depuis 5 ans au studio. Et évidemment, l'idée, c'est aussi d'aider nos clients et nos partenaires à embarquer dans ces innovations. On est dans une période où en fait les choses vont très très vite, où des visions qu'on pouvait avoir il y a 5 ans ont évolué, ou même des visions qu'on avait il y a 2 semaines ont aussi pu évoluer. Qu'est-ce qu'on fait au sein de Studio Manette? Je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé. On fait de l'animation, évidemment. On a fait des courts-métrages, des expériences VR, on a fait des teasers pour différents producteurs. On a aussi fabriqué des séries. Je vous en montrerai des petits extraits après. Et on fait aussi des services pour le jeu vidéo. On a vraiment cette double ADN. C'est un peu ce qui fait notre... Je vais pousser le petit truc, là. Voilà. Voilà, c'est vraiment ce qui fait notre ADN, c'est d'être vraiment à cheval entre le jeu vidéo et l'animation et d'avoir en fait un chiffre d'affaires sur le studio qui vient véritablement des deux industries. Donc, on peut proposer dans le jeu vidéo de faire du développement de gameplay, de la création de personnages, de décors, mais aussi des cinématiques in-game. Et pour continuer un petit peu sur les séries qu'on a produites, qu'on a fabriquées. On a fabriqué Sam et Julia, qui est actuellement sur France Télévisions, donc un 78 x 7 minutes, sur lequel on a été en charge de toute la partie fabrication d'outils, de matériaux et de finalisation de l'image et de l'éclairage. Et de Gros Lézard, toujours pareil, sur France Télévisions, un 52 x 7 minutes cette fois. Voilà, donc ces 2 séries, vous pouvez les voir sur France Télévisions. Elles sont très chouettes. Dans ces 2 séries, pour vous montrer un petit peu l'arrière du décor et comment est-ce qu'on se sert finalement des moteurs de jeux vidéo comme des plateaux de tournage à part entière pour
pour fabriquer les séries, c'est que par exemple sur un plan terminé comme ça de Sam et Julia, si on passe un petit peu dans l'arrière du décor, on se retrouve sur un véritable petit plateau de tournage avec pas mal d'outils autour qui permettent un petit peu de manipuler cet univers et surtout en fait qui permettent de pouvoir en direct avec un résultat, puisque l'image que vous voyez à droite, c'est l'image vraiment qui a été livrée à France Télé, de pouvoir éclairer les personnages, l'environnement. Voilà, donc il y a tout un développement évidemment technique d'outils, d'assistance aux artistes qui est venu se greffer sur les outils standards pour pouvoir avoir une efficacité et une cadence de fabrication qui soit plutôt on va dire plutôt élevée. Un petit extrait aussi de Gros Lézard, là plutôt sur on va dire sur le look un petit peu c'est une façon aussi de vous montrer un petit peu cette série qui est quand même très chouette avec un look très très pâte à modeler, avec beaucoup de petits effets qui ont un côté très 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 stop motion. Et là encore, il y a eu beaucoup de travail à la fois sur le rendu du matériau, sur le rendu des matières et sur l'éclairage pour rendre ça efficace, réussir à pouvoir l'industrialiser pour les artistes et puis encore une fois que l'édition des effets, en l'occurrence ici l'effet de neige, soit pour les artistes plus un plaisir finalement qu'une corvée, avec la possibilité en fait vous le voyez, d'enneiger un décor de manière assez rapide et efficace. Donc voilà, ça c'était un petit peu la promesse de début, c'est comment se servir des outils qui servent traditionnellement à fabriquer des jeux vidéo et à décaler leurs usages pour aller vers de l'animation. Et l'IA dans tout ça, évidemment, pour raccrocher les wagons avec le sujet du jour, je vais vous parler un petit peu de où on en est aujourd'hui avec l'IA. Faut savoir qu'en fait, on a un studio qui est, on va dire, les équipes sont très techniques et en fait, on est en veille permanente sur les outils depuis le début. Et on a très très tôt, dès la semaine de sa sortie, intégré, en tout cas créé, enfin intégrer l'utilisation de ChatGPT notamment pour aider à la productivité. Et on se retrouve aujourd'hui à avoir des artistes techniques qui sont en capacité de se fabriquer leurs propres outils. Ça a l'air de rien comme ça, mais dans la productivité et en fait même dans l'itération quotidienne de ce qu'on fabrique, le fait d'avoir des outils, des artistes qui disent bah tiens, je vais essayer de faire ça pour gagner un petit peu de temps. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais globalement on a réellement ce gain de productivité avec le fait que tout le monde peut aujourd'hui se fabriquer ces outils, à condition évidemment de savoir par où passer. C'est une aide assez rapide aussi pour pouvoir prototyper des petites choses dans le jeu vidéo. On n'a plus peur. Ça a ôté une certaine peur de rater des fois, de se dire si on va par là, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on est sûr, non, on y va, on peut y aller, on peut se planter, c'est beaucoup moins grave. Et évidemment, ça a apporté des avantages énormes dans les tâches quotidiennes, dans le traitement des données, dans de la rédaction, dans du benchmark de projet, des fois où on veut faire des analyses marché un peu complexes. On peut traiter un grand volume de données assez rapidement sans perdre trop de temps. On a aussi aujourd'hui une utilisation quotidienne d'IA générative. Alors, encore une fois, en fonction des projets, pour générer par exemple des moodboards, pour faire des recherches d'univers visuels. Alors ça dépend des projets, évidemment, il y a des projets qui ne sont pas du tout concernés par ça. Voilà, et je vous ai mis entre parenthèses que nous ne générons pas d'image finale avec de l'IA aujourd'hui. Voilà, je pourrais, si des questions concernent ce point, vous en dire plus par la suite. Et on a aussi on se sert aussi par moment des IA génératives pour upscaler des images ou des textures. Et ce qui nous a conduit un petit peu à sauter dans le train de l'IA, c'est qu'en fait, on est vraiment, en tant que boîte, on va dire, assez tech, en veille constante en fait sur ce qui peut se faire sur tous les outils en général, mais en fait aussi beaucoup sur l'IA. Et c'est vraiment une sorte de gymnastique quotidienne qui s'est opérée depuis le début. Je vous propose une petite image en fait. J'ai essayé de synthétiser un petit peu
le processus en fait créatif qu'on a un petit peu tous au sein du studio, dès lors qu'il s'agit d'avoir une idée, en fait, d'aboutir à un objet final. De manière générale, nous tous, quand on a une idée, on voit la direction dans laquelle aller pour aller vers l'objet final, mais en fait, le chemin, c'est ce qui est important. C'est comme dans un bon road movie, en fait, ce qui compte, c'est le chemin, et le chemin peut parfois être chaotique. Et ce que nous ont appris, en tout cas offert les IA depuis qu'on s'en sert, c'est à prototyper rapidement potentiellement des alternatives, donc deux chemins, un chemin A et B qui vont nous permettre d'aller de l'idée à la chose finale et d'arriver à une réalité de la fabrication de l'objet final qui va peut-être pas forcément ressembler à celle qu'on imaginait, mais qui en tout cas va être beaucoup plus rapide et en tout cas beaucoup plus direct que ce qu'on aurait pu imaginer dès le début. Le point, c'est qu'il y a un réel gain de productivité et une vraie accélération dans tout ce qu'on fait. Pour parler un petit peu des sujets qui sont en cours et des sujets futurs qui nous occupent ou qui nous préoccupent, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, les sujets évoluent rapidement en fonction de nos besoins à nous, mais en fait aussi en fonction des besoins de nos partenaires, les studios avec qui on peut travailler, les clients qui viennent nous voir en disant tiens, peut-être que... et pour parler des besoins les plus comment dire, concrets qu'on a aujourd'hui, on a au sein du studio, on a commencé à travailler il y a déjà quelques temps à une espèce d'assistant de studio qui se servirait un petit peu à différents points de notre pipeline de fabrication d'animation, de pouvoir identifier des problèmes et les remonter via la messagerie Discord à des membres de l'équipe à qui seraient adressés les messages, que ce soit des artistes, que ce soit des développeurs. On peut aussi imaginer s'adresser directement à des partenaires externes. Donc ça, c'est un truc sur lequel on a déjà commencé à travailler, qu'on a un peu mis de côté pour le moment. On a aussi pas mal d'idées sur la fabrication d'outils pour les artistes. Il y a au cours de productions sur lesquelles on a travaillé, il y a plein d'idées qui ont émergé sur ça, c'est un problème. C'est un point de friction. Il y a des outils, des améliorations à faire ici. L'IA pourrait être hyper utile pour pouvoir nous aider à comment dire, améliorer tel point. On a aussi commencé à intégrer directement dans notre pipeline des outils de création d'assets 3D directement qui vont générer de la 3D depuis des images. Toutes ces choses en fait que je vous présente ici, ce sont des choses qu'on a envie d'intégrer à la maison, entre guillemets. On n'a pas envie d'utiliser forcément de plateformes extérieures ou de souscrire des abonnements, mais en fait d'avoir en local chez nous des assistants IA qui vont pouvoir exécuter en fait toutes ces tâches. Évidemment, on a aussi comme ambition de pouvoir améliorer le rendu des images finales sur différents points un peu techniques. Un gros point aussi qui est, pour le coup, c'est une véritable boîte de Pandore, c'est l'aide à la fabrication de l'animation, puisque l'animation, c'est un gros poste dans la fabrication de séries ou de films. Et il y a pas mal de points d'amélioration ici que j'ai pas détaillé. J'ai regroupé ça dans une grosse catégorie. Voilà. Et puis évidemment, encore une fois, beaucoup de choses qui arrivent tous les jours, des sujets qui parfois arrivent, qui se règlent d'eux-mêmes ou en fait qui deviennent des vraies préoccupations quotidiennes. Encore une fois, on a vraiment l'impression qu'on n'en est qu'au début de ce que l'IA nous propose, de ce qu'elle peut nous aider à parcourir comme chemin. Et l'important pour nous, en fait, c'est d'être en réel contact avec tout ce qui est fait, d'essayer, de prendre un temps particulier pour essayer un petit peu tout ce qui se fait, pour pouvoir, le jour où on a une solution qui est pertinente et qui nous correspond, l'intégrer parfaitement à nos outils. Et évidemment, tout ça, ça passe par les possibilités incroyables et en fait qui s'offrent à nous en mélangeant ce que propose l'IA de manière extrêmement large et les moteurs de jeux vidéo qui sont plutôt à considérer ici comme des plateformes et des super outils qui peuvent embarquer un paquet de choses. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Vous avez un petit flashcode ici qui vous conduit sur notre site internet, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que l'on fabrique, et puis mon contact au bas de la page. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Je suis impressionné parce que vous êtes tous les deux dans les univers créatifs et culturels et créatifs. Et d'habitude, c'est une communauté qui ne respecte pas forcément le timing et vous avez tenu
parfaitement le cahier des charges qui était 30 minutes. Donc félicitations pour ça. J'invite tout le monde à poser des questions, alors soit directement dans le chat, soit en levant la main, puis je vous donnerai la parole. En attendant que les questions arrivent, ce que j'ai trouvé intéressant dans vos présentations, c'est à la fois que vous avez bien différencié l'IA générative de l'IA spécialisée, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc, on a tendance à trop parler d'IA générative de mon point de vue. Donc, merci pour ça. Également, ce que je retiens de vos deux présentations, c'est que vous utilisez l'intelligence artificielle vraiment comme un outil et non pas comme quelque chose qui va remplacer les expertises, ou etc. Et si je prends par exemple le cas de Spooks, effectivement, toutes ces choses-là, les graphistes savent le faire. Enfin, détourer un objet, alors sur une vidéo, c'est un peu fastidieux et plus long, mais je dirais qu'un bon graphiste sait le faire. Par contre, ça lui coûte des heures carrées, et donc du coup, ça lui permet de se concentrer sur son métier. Et pareil, côté Michael, tout ce que tu as mentionné, effectivement, c'est vraiment des supports. Donc on évite le débat de ça va remplacer l'humain, ça va manger les emplois, etc. Et donc, c'est également quelque chose de très, 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 très bénéfique. Si je peux commenter sur ce que Oui, tu viens de dire, Philippe, rapidement. Effectivement, quand on a échangé avec des monteurs professionnels, des gens qui manipulent de la vidéo aujourd'hui, au départ, il y avait un peu cette méfiance que tu évoques, hein, en particulier chez les monteurs. Et tous nous ont dit, mais en fait, c'est génial parce que ça me fait gagner un temps fou. Et moi, flouter des visages, par exemple, ça n'a pas d'intérêt spécifique. Et au contraire, je vais pouvoir me concentrer sur ma créativité personnelle, là où est ma valeur ajoutée en tant que professionnel du monde de la création. Et l'IA va m'enlever les tâches un peu pénibles et répétitives. Donc, on est complètement dans ce que tu décris là. Oui, complètement. J'avais peut-être une question plus pour Michael, parce que Spook, ce que je comprends, c'est que l'acquisition de la techno, elle vient d'un transfert de technologie d'un laboratoire, où Pascal, effectivement, est passé par la SATT, vous avez créé la boîte là-dessus. Michael, toi, comment vous avez intégré comment vous avez acquis la compétence IA? Il y avait déjà des gens qui étaient dans l'entreprise ou dans l'écosystème du studio Manette, ou Alors, c'était compliqué, en douloureux? fait, acquérir la compétence, qu'est-ce que tu entends par acquérir la compétence IA Ah, en fait, ouais, aujourd'hui, en fait, j'imagine que tu es parti avec des idées. Il a fallu sélectionner les outils, les appréhender, peut-être développer des nouvelles choses. après, en fait, fondamentalement, on est quand même aujourd'hui dans une étape en fait où il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Il y a des interfaces graphiques qui permettent d'avoir accès et de triturer différents modèles qui peuvent même s'intégrer dans des logiciels. Il y a, enfin, je veux dire, il y a une foultitude on peut faire tourner des modèles en local sur nos ordinateurs. Il y a une foultitude de ressources sur Internet et de choses qui permettent de pouvoir développer, tester, concrétiser et en fait se dire bah tiens ça j'en ai vraiment besoin ou ça c'est une blague, on rigole 5 minutes avec et voilà, mais ça c'est un vrai ça par exemple ça peut répondre à un vrai besoin et on a plutôt intérêt à essayer de l'intégrer dès maintenant ou en tout cas de jouer avec un peu plus qu'avec le reste parce que ça va nous servir. Et enfin en fait encore une fois j'insiste vraiment sur la veille de ce qui se passe. Je pense que c'est un truc qui est vraiment déjà qui permet de pouvoir démystifier l'IA, ce qui se cache derrière. Les IA, ça existe dans des jeux vidéo depuis des années et ça n'a jamais fait peur. Enfin, voilà. Aujourd'hui, en fait, c'est plutôt l'IA générative en fait qui fait peur. En fait, c'est ça qui a fait basculer ça vers le côté comment il s'appelle bref, j'ai oublié. Vers le côté Skynet, voilà, je l'ai. Et du coup, en fait, c'est là où on s'est dit, voilà, mais alors qu'en fait, fondamentalement, une IA générative, en fait, elle ne va générer que s'il y a une intention de quelqu'un derrière qui dit, j'aimerais bien que tu me fasses ça. Et ce qu'elle va générer, c'est forcément basé sur des images qui existent, qu'elle a bouffées, mais elle ne va pas nous remplacer en tant que créatif à dire, je vais te faire le truc le plus génial du monde que jamais tu as vu, parce qu'elle ne peut pas faire ça. Donc, du coup, pour la génération d'images, c'est pour ça que nous, on n'est pas vraiment là-dedans, parce que c'est pas vraiment là qu'on a des besoins. C'est intéressant et ça va mieux en le disant. Effectivement, une IA générative aujourd'hui, elle ne pourra produire que ce qu'elle a appris et ce qu'elle a appris de la connaissance humaine. Donc, et aujourd'hui, elles sont un peu embutées
sachant qu'elles ont digéré tout ce que l'humanité a créé. Et donc, elles sont loin de nous remplacer. Et j'aime bien ton approche aussi où tu dis, on s'en inspire pour de la création. Je sais plus le terme que tu as employé, c'est pas storyboard, voilà. On s'en inspire, mais c'est pas notre produit fini. Derrière, ça va peut-être nous donner des pistes d'inspiration, de réflexion. Par contre, effectivement, c'est pas l'IA qui créera ou qui fera le scénario ou l'image finale. Je vois qu'on a une question, Amandine, si vous voulez prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ah, super. Voilà, justement, je voulais revenir avec Mickaël sur le sujet de vous utilisez l'IA générative pour faire des tests. Alors, si j'ai bien compris, arrêtez-moi si ce n'est pas le cas, pour faire des tests de composition, des expérimentations d'univers ludique, ce genre de choses. Mais du coup, cette IA générative, alors j'ai bien compris qu'après, ça n'était que des sources d'inspiration pour vos créatifs, pour après créer des choses originales derrière. Mais donc, cette IA générative de test, finalement, vous l'alimentez avec quoi? Elles viennent d'où les images qu'elle utilise en fait pour après générer d'autres choses? Alors, c'est une bonne question. Il y a différentes approches. Il y a l'approche, on cherche de l'inspiration rapide sur des trucs. Ça peut être aller sur un Midjourney ou sur un DALL-E et avec quelques prompts commencer à se figurer un truc. Pour une idée, en fait, souvent, en fait, c'est de la recherche d'idées. La solution qui est plus intéressante et qui nous intéresserait plus, nous, c'est par exemple pouvoir avoir un générateur d'images qui, par exemple, aurait toute la science visuelle d'un univers graphique qu'on aurait décrit et qui pourrait nous recracher des choses très très précises qui, comment dire, serait dans notre terrain de jeu et qui pourrait jouer avec nos règles. Et pour le coup, les images sources sont à nous, tout est à nous, voilà. Mais en tout cas, et la finalité en fait de ces choses-là est quand même très très différente. C'est-à-dire que entre trouver des idées avec Midjourney où c'est plutôt de la bataille de prompt, hein, on va générer 200 images, il n'y en a pas une qui va à 100% et on se dit ok c'est cool. Ça permet de concrétiser une idée rapidement, mais en fait ça se finit toujours avec un feutre sur un tableau blanc parce que c'est beaucoup plus précis qu'une IA finalement. Ou alors on peut avoir des modèles plus précis en utilisant comme UI où on va pouvoir isoler des parties d'image, conserver des choses pour pouvoir prompter un petit peu différemment. Mais c'est deux approches très différentes. Le monde idéal pour nous, ce serait de travailler avec nos images et pouvoir en sortir des choses dans un côté purement créatif. Par contre, dans un côté purement, tiens, j'ai une idée, et si, 3 petits points, ça c'est Midjourney et ça c'est DALL-E. Et en fait, ces images-là ne seront jamais utilisées en tant qu'image finale pour la simple bonne raison que si on a un brin exigeant avec ces trucs-là, c'est pas 100% satisfaisant. Voilà. Non, oui, j'entends bien. D'accord. Donc, si je résume, la réponse à ma question, c'est soit donc vous utilisez, bon, quoi qu'il arrive, de ce que j'ai compris, c'est que ça termine toujours par des créations originales par les humains qui travaillent avec vous. Ça, voilà, on est d'accord là-dessus. Et du coup, ce que vous utilisez pour ces différents tests, quelle que soit la finalité, c'est soit finalement des images qui sont déjà sur Internet et donc relativement dans le domaine public, soit des images qui ont été créées par vous et dont vous avez la paternité en fait. Ouais, je précise qu'on n'a pas encore eu de besoin de créer des IA qui vont fonctionner sur nos images à nous, puisqu'on se contente encore de créer nos images à nous avec nos petites mains, en tout cas sur la partie purement créative, et que c'est largement suffisamment excitant et satisfaisant pour qu'on continue à le faire comme ça. Voilà. Merci. Merci. On a une question de Thierry. Oui, bonjour. Donc je suis Thierry Beaucoup, je suis musicien enseignant, directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle Les Brûleurs de Planches. Et on travaille depuis quelque temps sur des outils d'adaptation pour les publics porteurs de handicap. On a travaillé avec des systèmes hardware peu coûteux. Et tout à l'heure, donc je n'y connais absolument rien du tout en intelligence artificielle. Je ne suis même pas capable d'écrire un texte avec. Mais j'ai travaillé avec des publics porteurs de handicap visuel notamment, et j'ai pu voir qu'ils prenaient en photo l'espace scénique et que l'intelligence artificielle leur faisait une description de la scène. Et du coup, ça m'a vraiment interpellé et je suis en train d'essayer de développer et de travailler des outils où on pourrait utiliser, donc alors si j'ai bien compris, hein, une intelligence artificielle de vision
qui filmerait en fait ce qui se passe sur un plateau et qui pourrait faire de l'audiodescription en temps réel. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que ça existe? Enfin voilà, c'est ça ma question. Je vais bien tenter de répondre. Est-ce que ça existe? Très sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Tout dépend, évidemment heu, sur des vidéos, ça sera forcément plus compliqué parce que, voilà, il y a plus de temps de calcul, mais c'est des choses que l'IA de Vision peut, à mon avis, très bien faire. D'ailleurs, si mon associé Pascal a quelque chose à ajouter sur le sujet, qu'il est plus au fait de tout ça, j'invite à se manifester. Oui, bonjour. Bon, je sais pas, Pascal, si tu as des éléments que tu voudrais amener sur ce sujet en particulier. Moi, je connais pas de société qui développe ce genre de solution, mais peut-être, Pascal, tu as ça dans tes Alors, connaissances. oui, ça existe déjà. Alors, bien sûr que enfin, au niveau mondial, les acteurs majeurs savent déjà faire ça. Décrire une scène statique dans une image, bien sûr que ça existe. Décrire aussi le contenu d'une vidéo en temps réel, ça me paraît peut-être, je ne sais pas si c'est déjà faisable, mais en tout cas bientôt. Et je pense que les modèles d'IA du style ChatGPT qui sont capables d'interpréter le contenu d'une image, de vous commenter une image ou même une vidéo. Je pense que ChatGPT sait le faire et puis forcément il y en a d'autres aussi qui savent le faire. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà utilisé, mais bien sûr que ça existe. Dans le chat, J'ai vu que ouais, pardon, dans le chat, effectivement, il y a une mention d'une société qui s'appelle Orion, qui est à destination des déficients visuels. Et en fait, ce qu'elle fait, elle décrit pas réellement la scène. Par contre, en fait, c'est une entreprise qui est venue au CES avec Milingic il y a quelques années. Donc, je connais un peu leur pitch. Et ils disent, ben, un déficient visuel qui perd ses clés, par exemple, c'est compliqué pour lui de les retrouver. Et avec son smartphone, elle pose la question au smartphone en disant, bah, tiens, où sont mes clés? Et le smartphone les repère dans une scène et lui dit, ben voilà, c'est à 2 mètres à ta droite. Et c'est comme ça qu'on relocalise plus facilement les clés. Donc c'est ce que fait Orion. Donc, ils sont pas très très loin de ce que vous mentionnez. L'autre entreprise qu'on peut mentionner également, c'est une entreprise qui s'appelle Ives. Alors, ils sont pas dans la description de scène, mais c'est pour vous donner une idée de ce que l'IA peut permettre de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Ives, ils savent interpréter ce que dit un sourd et malentendant en langue des signes. Donc, ils savent le retranscrire en texte et en voix, parce que maintenant, on sait faire parler un texte. Et inversement, ils savent créer un avatar qui va signer ce qu'on lui écrit, justement pour faciliter l'échange et inclure mieux les sourds et malentendants. Donc voilà. Je pense que ça existe, faut peut-être chercher un peu, ouais, effectivement. On a Merci à une vous. question. Merci. On a une question de Solène. Ah, votre micro est coupé. Bonjour à Ça tous. va mieux. Merci pour ces présentations. Je suis donc Solène Lefrançois. J'accompagne plusieurs territoires dans la structuration de leurs écosystèmes d'industrie culturelle et créative. Et j'ai une question pour Mickaël Bolufer, que j'ai d'ailleurs déjà croisé au MIFA de mémoire. Comment vous avez structuré votre veille et votre R&D justement dans l'entreprise? Enfin, comment vous avez organisé ça? Alors, c'est totalement. Empirique? Ouais, en fait, il y a une part de ça, en fait, hein. C'est que chacun check un peu dans son coin, c'est une veille permanente. Et en fait, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'on a différents fils Discord avec différents topics en fonction des sujets, et on a un fil comme ça un peu orienté technique outil sur lequel on se partage tous des trucs. Dès qu'on trouve un truc, on dit il y a ça qui est cool, et voilà. Enfin, mais en fait, c'est pour ça que je parle vraiment d'une veille permanente. En fait, c'est comme une gymnastique pas de sportif, parce que c'est un peu bon, mais c'est une réelle gymnastique d'essayer de s'intéresser un petit peu à tout, et il y a des choses qui vont nous parler,
parce que ça nous intéresse, des choses qui vont pas du tout nous parler, parce que c'est un peu trop loin de nos besoins. Ouais, enfin, c'est vraiment de la veille très, très basique, quoi. Ce que je retiens effectivement du discours de Mickaël, c'est j'ai pas entendu de frein à l'acquisition, ce que j'appelle les compétences IA, mais plus de rester effectivement les chakras ouverts en voyant tout ce qui peut se faire, et puis éventuellement tester, intégrer, ou au contraire jeter les choses qui sont un peu gadgets, quoi. Il y a aussi énormément de... Alors, il y a à boire et à manger, mais il y a énormément de spécialistes de l'IA sur YouTube qui font aussi beaucoup de veille. Alors, il y en a qui sont hyper intéressants, il y en a qui sont un peu moins intéressants, mais en fait, qui permettent comme ça, sur le temps d'un visionnage ou d'une petite vidéo, d'avoir un regard sur un point qu'on pouvait trouver intriguant ou intéressant parce qu'ils l'ont testé, ils en parlent, voilà. Et enfin, ça fait, comment dire, ça fait aussi partie de la veille de suivre des gens. Il y a un super serveur Discord qui s'appelle Creative Machine aussi, qui a un nombre de topics incroyables sur l'IA, avec des parties très créatives, des parties beaucoup plus axées sur le légal. Et pareil, c'est un puissant fond de données avec des discussions enflammées. C'est vraiment. Je vais essayer de voir si je peux pas vous le partager. Pendant que tu recherches je vois que Félix a répondu dans le chat sur le côté, la question précédente. Pour les mentionner, effectivement, Mickaël, tu as mentionné la création d'objets 3D à base d'IA générative. C'est exactement ce que fait Chat3D, la société de Félix. Donc bon, peut-être tu les as dans le radar ou pas, mais voilà, c'est juste au passage. Totalement dans le radar. Peut-être je peux commenter un peu sur la veille. On en fait évidemment aussi beaucoup. Ça va très très vite, hein. Il y a des dizaines d'annonces chaque semaine. Moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je me suis abonné à pas mal de newsletters de gens qui testent et qui montrent les résultats de ces tests. Je peux mentionner une qui est faite par Gilles Guéraz, avec 2 R à Z, qui est plutôt assez bien. Une autre qui s'appelle Upmeet, avec un Y, qui est faite par San Lebrun. Qui est aussi assez pertinente. C'est des gens qui sont sur des choses assez concrètes, en fait, avec des démos, que ce soit de l'image, que ce soit du LLM ou ce genre de choses. Donc voilà. Après, je pense qu'à un moment, il faut filtrer un peu, parce qu'il y a tellement d'informations qu'au bout d'un moment, on est un peu noyé dans cette accélération qu'il y a et qui ne cesse d'accélérer, hein. Donc voilà, mais essayer de voir des choses. Je pense que YouTube, c'est une bonne source aussi. Effectivement, il y a à boire et à manger, hein, sur ces sujets-là. Et puis, il y a le côté un peu sensationnel qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais voilà, donc ça fait des bonnes bases. Et puis après, il ne faut jamais oublier, de toute façon, en ce moment, on est quand même dans une course à celui qui a le plus gros modèle, le plus efficace. Voilà. Voilà, donc il y a les annonces, et puis après, il y a comment tout ça est digéré et intégré progressivement par la communauté. Voilà. Il y a également pas mal de choses qui se passent côté scientifique. Il y a le CNRS qui réalise un vidéo mensuel sur YouTube qui s'appelle je vais y arriver, Panoramia, donc panorama de l'IA en fait, qui est assez intéressant parce que eux, ils font une veille plutôt scientifique, et ils mettent ce qui les surprend ou ce qui les étonne ou ce qui est particulièrement remarquable en termes de papiers scientifiques qui sortent. Et donc, c'est une vidéo, ça doit être une petite heure, donc ça se regarde vite. Et c'est assez intéressant parce que c'est avant que ce soit sur le marché ou disponible pour tester. Vincent, je vois que vous avez une question. Oui, merci. J'ai 2 questions, et ça rebondit sur ce qui se disait précédemment sur le côté un petit peu sensationnel. Moi, j'ai la question qui est: connaissez-vous des usages vraiment malveillants des outils que vous avez évoqués? Et la deuxième question, c'est les fake news sur les usages malveillants, c'est-à-dire les faux usages malveillants, autrement dit, les usages malveillants qui n'existent pas. Est-ce que vous avez des... Alors,
peut prendre cette réponse-là. En fait, c'est effectivement une préoccupation parce que les IA génératives peuvent servir à ça et sont assez exceptionnelles d'ailleurs de réalisme. Imagine qu'on a assemblé un think tank, donc un groupe de réflexion l'an dernier qui a travaillé à peu près toute l'année dernière là-dessus. Et on a produit un livre blanc qui doit être téléchargeable sur notre site web et qui recense effectivement ce qui existe, la technologie, les choses qui sont faites, et qui donne des recommandations justement pour éviter ça. La première de ces recommandations, c'est de dire, considérez qu'une IA, majoritairement, elle vous ment. Donc, challenger l'information. J'ai lu un papier cette semaine, papier scientifique, qui dit que sur 10 réponses de l'IA générative, ou même de l'IA au sens large, on peut considérer qu'il y a 9 réponses qui sont incomplètes, inexactes, voire totalement fausses, totalement erronées. Donc, première recommandation, c'est regardez bien. Pour l'instant, alors je laisse Michael et Guillaume me détromper si je dis une bêtise. Tout ce que les IA génèrent en termes de texte et d'images fixes sont assez réalistes et sont de plus en plus réalistes. Donc, c'est de plus en plus difficile de voir le vrai du faux, à moins d'être réellement un expert du domaine. Sur les vidéos, on a encore des petites blagues. Compter le nombre de doigts, par exemple, sur un personnage. Regardez bien le synchronisme des lèvres avec la parole, parce qu'on on a encore des petites erreurs. J'ai vu une vidéo d'une gymnaste. Là, on voit que c'est pas une gymnaste. En fait, l'IA n'a pas encore complètement intégré la dynamique d'un corps qui fait des choses exceptionnelles. Donc, c'est assez marrant. Mais c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. Donc, dernière question très très courte. Votre livre blanc et votre think tank, comment accéder à tout ça? Sur le site on mettra on va vous envoyer un message de follow-up, on mettra le lien. Voilà, Emmanuel vient de le remettre donc il est dans le chat, donc vous pouvez le télécharger sans problème. Ok, merci. De rien. Peut-être dernière question. Oh, on a peut-être le temps encore pour une ou deux questions. Pierre? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Alors ma question, ça rebondissait sur la veille qu'on en avait parlé, où vous disiez justement que le flux d'informations nouvelles qui sortent, il y en a un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, et c'est pas forcément sur des sujets qui sont pertinents par rapport à ce sur quoi chacun travaille. Je me demandais si vous étiez en interaction, que ce soit en communication, ou s'il y avait déjà une relation un peu avec un expert justement dans ce domaine d'IA, plus spécialisé dans le milieu créatif, qui se mettait en place. Enfin, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a un poste prévu à cet effet, ou si c'est plutôt les gens dans le domaine créatif qui vont essayer de trier les informations que les experts d'IA balancent, quoi, grossièrement. Donc, je ne sais pas si ma question est assez claire. Voilà. Est-ce que vous êtes en interaction avec des experts d'IA directement, en gros? Moi, je peux apporter des éléments de réponse. De notre côté, moi, on est une petite start-up, on est 3 personnes, on envisage d'être une dizaine d'ici la fin de l'année. Nous, on développe la technologie, donc on s'appuie sur des modèles existants, on envisage d'entraîner nos modèles à court terme. Et donc, du coup, on suit évidemment avec beaucoup d'intérêt tout ce qui sort pour être au courant de ce qui se fait, mais on est au cœur de la technologie, en fait, en cœur de ce que fait la science aujourd'hui, de l'état de l'art scientifique, pour s'appuyer là-dessus. Donc, en fait, nous, le sujet, il est plutôt technologique aujourd'hui. Il y a une approche techno, mais évidemment, la partie créative est super importante parce qu'au final, l'utilisateur, c'est ça qu'il voit, hein. Mais aujourd'hui, nous, on a un tropisme très fort côté technologique sur le développement de notre produit. À terme, on renforcera cet aspect sur l'aspect créatif, comme vous l'évoquez. Dans le chat, on a tous à peu près mis nos sources favorites. Donc, je vous ai remis Panoramia, je vous ai remis également un journal qui s'appelle Actu IA. À ma connaissance, mais encore une fois, Guillaume, Michael, détrompez-moi, je ne connais pas de source d'actu spécifique pour les ICC, de l'IA pour les ICC. Je connais beaucoup de fils d'actu sur l'IA en règle générale, quel que soit leur domaine d'application. Il y a peut-être un marché, hein, je ne sais pas si quelqu'un se sent, mais j'en connais pas. En tout cas. Le serveur Discord que j'ai posé est très orienté sur les industries créatives. D'accord.
Bah, voilà, par exemple, un exemple. Ah ouais, moi, le lien que j'ai mis, c'est quelqu'un qui est dans cet univers, c'est c'est un réalisateur de vidéos, etc. Donc, c'est peut-être plutôt orienté publicité, mais néanmoins, c'est quelqu'un de cet univers. Et la discussion est toujours intéressante parce que c'est pas propre aux ICC, hein, c'est propre à quels que soient les verticaux dont on parle. Chacun a son usage de l'IA, que ce soit de l'IA ou de l'IA générative. Et je me souviens avoir animé une table ronde l'an dernier au CIDO où il y avait des designers. Et pour m'amuser, parce que j'aime bien un peu provoquer, j'ai introduit la table ronde en disant, ben, messieurs, avec l'IA générative, votre métier de designer, vous pouvez les pointer à Pôle emploi, parce que ça vous remplace. Et ils m'ont dit, bah, toi, tu es développeur logiciel, on peut te dire la même chose. Et ma réponse a été de dire, non, 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 parce que l'IA générative, on peut l'utiliser pour du code simple, mais dès qu'on fait du code compliqué, j'ai toujours une valeur ajoutée. Et ils m'ont dit, nous, c'est exactement pareil. Et l'autre chose, après 1 heure de débat, on s'est aperçu qu'ils avaient un usage dans le design très, très différent de ce qu'on pouvait avoir de l'IA générative dans d'autres domaines. Ou dans l'ingénierie, on va chercher qu'une IA générative, elle ne nous mente pas, qu'elle soit exacte et qu'elle étaye sa production. Elle justifie effectivement pourquoi elle produit comme ça. Et en fait, dans le design, dans la création, eux, ce qu'ils recherchent, c'est justement, ils recherchent l'hallucination de l'IA, donc qui va justement les inspirer. Et c'est marrant parce que on opposait effectivement 2 usages qui n'attendaient pas du tout la même chose de la même IA. Donc c'est pour ça que, encore une fois, hein, il faut rester, comme le disait Michael, il faut rester les chakras ouverts pour intégrer tout ça. On arrive en fin de webinaire. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qui a pu appeler une réponse rapide. Et sinon, je remercie nos intervenants pour la qualité de votre présentation. Et puis je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Donc le mois prochain, on sera à peu près sur le même format, un sujet complètement différent qui est le New Space. Donc New Space, hein, c'est l'exploration spatiale proche de la Terre, qui historiquement était plutôt l'apanage de nos gouvernements et donc qui deviennent de plus en plus privatisés. Et donc on verra comment l'IA peut amener, ou ce que l'IA amène dans ce domaine-là. Je vous remercie beaucoup. Merci Guillaume, merci Michael. C'était vraiment très très bien. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. À très Merci, bientôt. bonne journée. Merci. Merci, bonne journée à toutes et à Au tous. revoir. Merci. Merci.